Bienvenue dans votre playlist spéciale santé. Il y a 2 ans, les Français applaudissaient les soignants à leurs fenêtres. Aujourd'hui, l'hôpital est exsangue. La mobilisation générale contre le Covid a laissé place à la fatigue collective. Malgré le Ségur de la santé, l'hôpital peine à recruter et fait face à une pénurie de personnel. Chaque année, l'hôpital public accueille un peu plus de 7 millions de patients. Pour vous soigner, une infirmière gagne environ 1 500 € net en début de carrière, 2 400 à la fin. Le salaire médian annuel est de 31 500 € brut. C'est un peu plus qu'en Italie, 29 000, mais beaucoup moins qu'en Allemagne, 39 000, et surtout en Belgique, 59 000 € bruts par an. Au-delà des salaires, c'est l'organisation du travail, l'hôpital pensé comme une entreprise, et la lutte contre les déserts médicaux qui inquiètent tous les professionnels de santé. Dès lors, quelles sont les propositions des candidats pour sauver un système à bout de souffle, après 2 ans de crise sanitaire ? Pour de nombreux professionnels de santé, l'hôpital souffre d'une maladie chronique qui se résume à travers un terme, l'hôpital-entreprise. Les logiques de gestion privée ont pris le pas sur la logique de service public. Pour le professeur Michael Perromore, les tableaux Excel ont remplacé les relations humaines et l'hôpital doit être rendu aux professionnels de santé. Le chef du service urologie de Cochin à Paris dresse un constat amer sur l'évolution de l'hôpital public. Je dirais qu'il est très abîmé et qu'il ne remplit plus sa mission, c'est-à-dire répondre aux besoins de la population qui est malade. Malheureusement, nous avons beaucoup de personnel manquant qui quitte l'hôpital et nous avons des problèmes d'équipement, de salles d'opération. L'hôpital s'est beaucoup dégradé ces 20 dernières années. Ces 20 dernières années, nous allons en parler, c'est-à-dire que la crise que nous connaissons due à l'épidémie est un révélateur, mais c'est une dégradation qui date depuis longtemps. Bien sûr, je dirais même que pendant les pics épidémiques, les 2 premiers en tout cas, l'hôpital a retrouvé sa raison d'être, son enthousiasme. Les gens étaient très heureux de travailler au bénéfice des patients dans les réanimations et dans les services Covid. Et puis, entre les vagues, l'hôpital a repris ses mauvaises habitudes, a retrouvé ses dysfonctionnements et aujourd'hui, il est à plat. Mais je crois qu'il faut attribuer le délitement de l'hôpital à tous nos politiques, à tous nos gouvernants successifs, de droite, de gauche et du centre, qui n'ont rien fait pour sauver cette institution. Rien fait, dites-vous, c'est un diagnostic sévère ou peut-être lucide. Je crois qu'il est lucide, il est partagé par beaucoup de mes confrères. Toutes les mesures qui ont été prises ces dernières années pour l'hôpital, et il y en a eu, sont allées dans le même sens, c'est-à-dire une gestion très comptable, très rigide, le pouvoir donné à l'administration, la mise au pas des soignants, la mise à l'écart de notre mission de soins. C'est pour ça que je suis guère optimiste sur les mois et les années qui viennent. Je pense que la crise est profonde et durable, mais ça n'empêche qu'il faut prendre des mesures d'urgence pour essayer de redresser la barre. Alors les mesures, elles peuvent être financières, mais à mon avis, elles sont surtout organisationnelles. C'est-à-dire qu'il faut faire revenir les décisions dans les services, reconcentrer le pouvoir médical au plus près des malades. À mon sens, il faut que les chefs de service aient leur propre budget pour recruter du personnel et pour s'équiper, bien sûr sous le contrôle de la direction financière. Mais il faut que ça reparte du bas, c'est-à-dire du service. Pour Yannick Jadot, le mal-être des soignants est lié au développement de la notion d'hôpital-entreprise. Cela remonte, selon le candidat écologiste, à la mise en place de ce qu'on appelle la T2A, la tarification à l'activité. Le principe est simple, les hôpitaux sont rémunérés en fonction du nombre de soins. Yannick Jadot détaille ici ses remèdes pour changer de logique de soins. On a, depuis des années, depuis quasiment Chirac, il y a eu où on a mis en place la tarification à l'acte. Les gouvernements ont voulu faire de l'hôpital une entreprise rentable, où il fallait être de plus en plus productif, où chaque lit devait être occupé à un certain taux, sinon il était fermé, sinon il était supprimé. Et tout ça nous amène avec, comme vous le dites, de plus en plus de lits qui sont fermés parce qu'il n'y a plus de personnel pour s'en occuper. Et donc il faut 300 € d'augmentation, mais sur les salaires, pour être à la moyenne européenne. Pas pour faire de la démagogie, simplement pour être à la moyenne européenne. Et moi, je reprends le comité, la revendication, la proposition du comité interhospitalier qui dit qu'il va falloir, sur un quinquennat,
recruter 100 000 infirmières, infirmiers. Partout dans notre pays, on impose aux infirmières, aux infirmiers d'avoir 2 fois plus de malades que ne l'exigent les protocoles de sécurité. Eh bien, il va falloir remettre des moyens à l'hôpital, et s'il n'y a que comme ça, qu'on aura un peu d'attractivité et que les personnels resteront et que d'autres reviendront ou viendront à l'hôpital. On n'a pas le choix. Depuis 20 ans, ce sont 80 000 lits qui ont été fermés dans les hôpitaux publics en raison des restrictions budgétaires. Pour ne rien arranger à la crise systémique, celle du Covid est passée par là. Résultat, une pénurie de soignants dans les hôpitaux publics, que dénonce Roland Sicard, directeur d'un institut de cancérologie à Avignon. Très concrètement, quand on ne peut pas avoir assez d'effectifs et qu'il faut quand même tenir les plages horaires pour assurer la continuité des soins et la sécurité des soins, ce qui est le cas en radiothérapie, où on ne peut pas retarder un traitement de radiothérapie pour un patient, le personnel, plutôt que de finir à 19h le soir, finit à 22h, fait tous les jours des heures supplémentaires, parce qu'on est dans l'incapacité de monter une 3e équipe, faute de capacité de recrutement. Et on a beau piller dans d'autres régions qu'on déshabille, ça ne suffit pas. 25 000 postes d'infirmières et d'aides-soignants seraient vacants. C'est la Fédération hospitalière de France qui le dit. Ça veut dire que le métier n'attire plus aujourd'hui ? Non, le métier continue à attirer et c'est un petit peu aussi ce qui est, on va dire, révoltant, quand on voit toutes ces jeunes qui se présentent au concours d'entrée des écoles d'infirmières et qui n'arrivent pas à y accéder parce qu'il n'y a tout simplement pas assez d'écoles et pas assez de places qui leur sont proposées pour les former. C'est la même chose pour les études médicales. Donc il est urgent de prendre des mesures pour être en capacité d'amener sur le marché du travail beaucoup plus de personnel paramédicaux et médicaux qu'on le fait aujourd'hui, et dans le temps de les former, de prendre des dispositions transitoires pour essayer de minimiser l'impact que ces sous-effectifs amènent sur la qualité de notre système de santé. Je vous écoute et je me dis finalement ce discours, on le tient depuis 20 ans. Qu'est-ce qu'il faut faire là maintenant, en urgence, j'ai envie de dire ? Voilà, déjà le premier mot, c'est qu'il y a une conscience qu'il y a une véritable urgence, il faut vraiment des mesures de court terme. Et ces mesures de court terme doivent viser à très rapidement ouvrir des écoles de formation de personnel paramédical pour que très concrètement on en forme presque le double de plus que ce qu'aujourd'hui on est capable de faire en France. Et puis déléguer certains actes de routine à un personnel suffisamment qualifié. Face à une crise sanitaire sans précédent, le Ségur de la santé a permis de débloquer plusieurs milliards d'euros. Mais pour Frédéric Valtou, président de la Fédération hospitalière de France, cette avancée ne suffit pas. Aujourd'hui, l'hôpital sort fragilisé de cette crise et c'est tout le système de santé derrière l'hôpital qui est aujourd'hui, je veux pas dire prend l'eau parce que ce serait exagéré, mais en tous les cas est traversé de multiples dysfonctionnements qui sont connus depuis des années. On a fait l'autruche, on a appliqué des demi-mesures pour essayer d'esquiver l'essentiel. Il y a eu le Ségur de la santé, c'est la première fois qu'on changeait de braquet. 10 milliards, 10 milliards pour les professionnels. On mettait 10 milliards sur la table, 19 milliards pour l'investissement pour les hôpitaux, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que ça ne suffit pas. C'est tout le système de santé qui est malade. Les Français le voient bien. Ils ont de plus en plus de difficultés à obtenir un rendez-vous chez un médecin. Il y a de moins en moins de médecins généralistes en France, et les médecins généralistes, c'est pas l'hôpital. Et pourtant, on a besoin d'avoir un tissu de médecins généralistes qui soit bien implanté, qui tienne son rôle de médecine de première cour. Bref, les difficultés, elles sont nombreuses et donc il ne faut pas regarder l'hôpital dans ses 4 murs. C'est vraiment aujourd'hui tout le système de santé qui a besoin d'un remède de cheval et il est temps, à l'aube d'un nouveau quinquennat, de faire de ce sujet une priorité et surtout qu'on s'attelle pour les années qui viennent, parce que le système de santé, c'est un paquebot qui est lourd à manœuvrer. L'urgence, c'est de donner envie aux jeunes générations de s'investir dans les métiers du soin. L'urgence, c'est effectivement de mieux financer le système. L'urgence, c'est de s'attaquer à ces 30% de dépenses. La France consacre 220 milliards d'euros à ces dépenses de santé. Tous les rapports nous disent qu'il y a entre 20 et 30% de dépenses qui sont des dépenses indues, qui sont des dépenses inutiles, qui sont des dépenses non adéquates. Et donc, il faut s'attaquer à ça pour retrouver les marges de manœuvre. Je ne pense pas qu'à l'hôpital, en disant ça, je pense à la consultation du généraliste à 25 €. Comment vous voulez qu'un généraliste passe une demi-heure, 3/4 d'heure, parfois plus, avec des malades compliqués, si jamais, effectivement, secteur 1, il n'a que 25 €. Donc, il y a énormément à reprendre dans ce système de santé, et c'est effectivement ce qu'on demande. Ce n'est pas un plaidoyer uniquement pour l'hôpital, c'est un plaidoyer pour les Français qui tiennent à leur système de santé, qui l'ont dit pendant la crise. C'est un des grands acquis de notre République, ça fait partie du pacte républicain, ce système de santé universel. Il est en grave danger.
Ne pas le voir, c'est faire l'autruche. Et il va falloir effectivement qu'à l'occasion des présidentielles, les candidats expriment ce qu'ils ont à dire pour l'avenir de ce système. Pour sauver notre système de santé, que proposent les candidats ? État des lieux avec Alexis Delaborde. Sur l'hôpital public, recruter et augmenter les salaires font l'unanimité. Valérie Pécresse propose ainsi de créer 25 000 postes de soignants en 5 ans. Elle veut aussi augmenter la rémunération des infirmières en leur confiant davantage de responsabilités. Éric Zemmour entend lui embaucher 40 000 personnes sur 5 ans, dont 8 000 médecins. De son côté, Marine Le Pen promet d'investir 20 milliards d'euros dans les hôpitaux. Anne Hidalgo mise en particulier sur la formation. La socialiste espère former 25 000 infirmiers et 1250 sages-femmes par an. Jean-Luc Mélenchon a lui l'ambition de reconstruire totalement le service public en revenant sur les suppressions de lits et en recrutant là encore des soignants. Son rival communiste Fabien Roussel plaide carrément pour la création de 100 000 postes dans tous les métiers de l'hôpital public où il souhaite titulariser les contractuels. Enfin, sur la question du financement, Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel et Marine Le Pen proposent tous les 4 de mettre fin à la tarification à l'activité pour prendre en compte les besoins réels de la population. L'un des enjeux majeurs autour de la santé, c'est bien entendu la lutte contre les déserts médicaux. En France, une commune sur 5 se trouve à 30 minutes, au moins, des urgences les plus proches. Autre chiffre à retenir, plus de 70% des villes et villages ont moins de 2 médecins généralistes libéraux pour 10 000 habitants. Exemple, dans le Gers, à Gondrin, une commune de 1200 âmes où s'est rendu Benjamin Péter. Pour attirer les médecins libéraux, la municipalité propose de les salarier. Ici, il ne reste que 2 médecins généralistes, ils sont débordés, ils ont même tous 2 l'âge de partir à la retraite. Alors Daniel, qui habite ici, ne sait plus vraiment qui aller voir. Ici, on est loin de tout. On vous demande un médecin référent, il n'y en a pas. Ouais. Et ceux qui sont là, ils n'en prennent plus de malades. Ils ne prennent plus de nouveaux patients. Donc on prend tout ce qu'on trouve, on le prend pour avoir un médecin référent. On n'a pas le choix, quoi. Et pour un problème plus grave, il faut aller jusqu'à Auch, à 60 km, pas très rassurant pour Christian. Si on a quelque chose de grave, on est quasiment mort avant d'arriver. En juin, pourtant, Gondrin va bénéficier de ce nouveau dispositif. Un centre médical va ouvrir et un médecin salarié du département va s'installer ici. Un soulagement pour Didier Dupron, le maire, qui est aussi justement l'un des 2 derniers médecins de la commune. C'est Noël. Ça nous permet d'imaginer un départ à la retraite, de partir en tirant pas le rideau et en laissant une solution à nos patients, quoi. Il y a également le problème de la pharmacie. On sait très bien que la reprise de la pharmacie est conditionnée au fait qu'il y ait une présence médicale sur la commune. Tout est lié. Alors en tout, une dizaine de médecins salariés du conseil départemental va ainsi s'installer dans 4 centres médicaux du Gers d'ici la fin de l'année, dont un pédiatre. Une bonne nouvelle puisque le dernier du département avait pris sa retraite le 31 décembre dernier. Pour attirer les professionnels de santé et lutter contre les déserts médicaux, chaque candidat propose des mesures. Éric Zemmour, par exemple, avance 2 pistes. Je propose, sur l'exemple du département de la Saône-et-Loire, d'engager 1000 médecins salariés dans les zones vraiment désertées. Il va falloir les payer cher, ces médecins-là. J'ai vu dans la Saône-et-Loire, on les paye 5 000 euros par mois. Et en plus, on fera aussi des centres de prévention, vous voyez, des maisons de santé, de prévention d'urgence. Et on rétablira, mais c'est dans le cadre de la politique de la santé, l'obligation de garde des médecins. De son côté, Valérie Pécresse propose d'augmenter la rémunération des professionnels de santé en fonction de leur activité dans les zones sous tension. Fabien Roussel souhaite la construction d'un hôpital public de proximité à moins de 30 minutes de chaque bassin de vie. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il veut imposer aux jeunes médecins libéraux leur lieu d'installation en échange d'un meilleur salaire pendant leurs études. La santé n'a pas de prix. C'était le discours d'Emmanuel Macron en 2020, au début de la crise du Covid. Pourtant, selon Pierre Benton, chercheur à l'INSERM, la santé n'a jamais été une priorité de l'État. Et ce, depuis des dizaines d'années. Le système est financé par la sécurité sociale. Il est à bout de souffle, mais il tient encore, tant bien que mal. Un système de santé qui nous permet quand même encore de nous soigner sans nous ruiner. Comme ça peut être le cas ailleurs, mais qui en effet se détériore à grande vitesse depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Alors s'il se détériore, il se détériore pas tout seul. C'est très clairement le résultat d'une action délibérée de l'État
Le problème des déserts médicaux, la solution proposée d'imposer aux médecins de s'installer au début de leur carrière dans ces déserts-là est une solution, je ne sais pas. En tout cas, la réaction des syndicats de médecins, malheureusement, montre quelque chose. C'est-à-dire que ça montre que leur préoccupation première n'est certainement pas la santé publique. Puisque lorsque les gens maintenant, comme c'est le cas dans plusieurs régions, ont du mal à trouver simplement un médecin traitant, et bien évidemment, ils vont renoncer à un certain nombre de soins et ça va avoir des effets sur leur santé. De plus, la répartition des médecins, c'est un problème, mais ce n'est pas l'unique problème. Il y a aussi le nombre de médecins. Il n'y a pas assez de médecins. Et il faut bien voir que depuis plusieurs dizaines d'années, les syndicats de médecins en exercice ont fait une pression continuelle sur le gouvernement pour justement limiter le nombre de médecins. Alors pourquoi ? Évidemment, puisque moins vous avez de médecins, plus le revenu individuel par médecin est important. Donc là encore, on voit que la santé n'est pas vraiment, malheureusement, la préoccupation majeure. Alors, ils ont été entendus par les gouvernements successifs sur cette question pour une raison simple, c'est que l'État a toujours voulu, lui aussi, depuis plusieurs dizaines d'années, limiter le nombre de médecins. Pourquoi ? Pour limiter les remboursements des soins par la sécurité sociale. Le problème de fond, c'est la sécurité sociale. La sécurité sociale qui finance à la fois l'hôpital et les soins dispensés en médecine libérale. Alors, d'où vient l'argent de la sécurité sociale ? Elle vient des cotisations patronales et salariales. Donc, c'est ce qui représente la différence entre le salaire net et le salaire brut. Or, ça, pour les entreprises, c'est donc un coût. Et pour augmenter les profits, il faut essayer de réduire ce coût. Et l'État, qui a toujours aidé les entreprises, c'est ce qu'il fait depuis plusieurs dizaines d'années, en réduisant de manière continuelle ses cotisations patronales et salariales, et donc en réduisant de fait le budget de la sécurité sociale, ce qui, de fait, donc, aboutit aux problèmes qu'on trouve à l'hôpital, par exemple, parce qu'il n'y a pas que la médecine libérale. L'hôpital, on le voit effectivement là, les capacités d'accueil sont de plus en plus réduites, mais pas seulement en réanimation, dans plein de services différents, même aux urgences. Vous avez maintenant des urgences qui régulièrement en France ferment pendant la nuit, voire pendant plusieurs jours, par manque de personnel. Donc on voit dans tout ça, si vous voulez, que la santé, elle ne fait pas partie de l'équation, quoi. Déserts médicaux, fermeture de lits, burn-out des soignants, hôpital-entreprise. Le système de santé français est malade. Mais il tient encore debout, malgré la crise du Covid, grâce à toutes celles et ceux que les Français applaudissaient en 2020. Reste à savoir si les remèdes proposés par les différents candidats permettront de guérir un système à bout de souffle.